Au Mali, la sécurité reste préoccupante en dépit des moyens déployés. L'ONU s'inquiète. Syndicat d'enseignants grévistes interdit d'activité au Gabon. Ainsi en a décidé le gouvernement suite à des mois de déblayage. La Belgique s'apprête à rendre hommage aux victimes des attentats de mars 2016. La législation antiterroriste a été renforcée dans le pays. L'ONU juge la situation sécuritaire au Mali toujours préoccupante, et ce malgré les moyens déployés et les dernières avancées sur l'accord de paix. Lors d'une conférence de presse tenue samedi, Hervé Latsou, l'actuel chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, a dénoncé les attaques persistantes dont sont victimes les forces de la MINUSMA. D'abord, dans le nord, la situation reste préoccupante et nous sommes beaucoup trop fréquemment attaqués par les groupes armés non signataires, terroristes pour les appeler par leur nom, que d'ailleurs cette insécurité s'est déplacée progressivement plus vers le sud, en tout cas vers le centre du pays. La MINUSMA, à certains égards, est un peu un laboratoire pour le maintien de la paix des Nations Unies, parce que devant ces nouvelles menaces qui sont de plus en plus la marque des menaces au XXIe siècle, eh bien il faut des moyens spécifiques. C'est la raison pour laquelle nous avons investi pour la première fois dans une opération de casque bleu dans de telles proportions sur une politique de renseignement, sur des matériels de haute technologie, des drones de surveillance, des radars de contre-batterie. Le nord du Mali était tombé entre les mains de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda en 2012. Ces groupes ont été en grande partie chassés de la région par une opération militaire internationale lancée en janvier 2013. Toutefois, des zones entières du pays échappent encore au contrôle des forces maliennes françaises et de l'ONU, et ce, malgré la signature de l'accord de paix. Un accord censé définitivement isoler les djihadistes. En République démocratique du Congo, la justice militaire a annoncé samedi avoir arrêté 7 militaires accusés de crimes de guerre dans le centre du pays, secoué par une rébellion de miliciens du chef coutumier Kamwina Nsapu. Ces 7 suspects arrêtés sont tous des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi eux, des officiers et des sous-officiers. Ces arrestations ont un rapport avec une vidéo tournée en février dernier dans un village du Kasaï central et largement partagée sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui montrait des hommes en uniforme qui tiraient sur des villageois non armés ou simplement de lance-pierres ou de bâtons. Le gouvernement avait d'abord qualifié cette vidéo de montage grossier avant de décider de mener des enquêtes par précaution face aux allégations persistantes de violations graves des droits de l'homme par des éléments des forces armées de la RDC dans le Kasaï central. Samedi, la MONUSCO s'est dit préoccupée par les attaques des miliciens de Kamwina Nsapu contre les institutions et symboles étatiques, mais également par l'utilisation disproportionnée de la force par les forces de défense et de sécurité, notamment en ciblant des civils, dont des femmes et des enfants. Au Gabon, le gouvernement a décidé d'interdire les activités de la Convention des syndicats du secteur de l'éducation CONACYSED en grève depuis des mois. Ceci à travers un arrêté du ministre de l'Intérieur qui date de vendredi dernier. À travers son arrêté, le gouvernement accuse la Confédération syndicale de plusieurs actions de troubles à l'ordre public, d'entrave à la liberté de travail, de violence et de voies de fait. Les organisations syndicales qui ne se reconnaissent pas dans ces accusations ont condamné cet arrêté avec la plus grande fermeté lors d'une conférence de presse samedi. Ils qualifient cette décision d'inique et d'arbitraire. Des piquets de grève doivent s'organiser et se poursuivre dans tous les établissements du pays
pour protester contre cette décision unique et arbitraire qui met en péril tous les acquis obtenus jusqu'à ce jour. Les syndicats que nous sommes, nous ne comprenons pas l'attitude du gouvernement. Hier, il nous disait que les négociations vont s'ouvrir. Aujourd'hui, c'est la dissolution des syndicats. C'est 80% des enseignants qui sont en grève. Et cette grève-là est suivie. Et c'est pourquoi les autorités, ne voulant pas négocier, pour des raisons qui sont les leurs, préfèrent dissoudre la CONACYSED, peut-être espérer un jour que les enseignants auront peur. Confédération de 7 syndicats d'enseignants, la CONACYSED est en grève depuis la rentrée scolaire qui a débuté avec un mois de retard le 31 octobre 2016. Elle dénonce des classes surchargées, exige le paiement des primes et la démission de l'actuel ministre de l'Éducation. Notons que cette interdiction intervient à 10 jours d'un dialogue politique voulu par le président Ali Bongo après sa dernière réélection contestée. Nana Akufo-Addo, sous le feu des critiques après la nomination d'un gouvernement de 110 membres, s'est justifié à la télévision nationale. Ce vendredi soir, le président du Ghana a affirmé qu'il s'agissait d'un investissement nécessaire pour redresser le pays. De nouvelles nominations ont eu lieu mercredi, élargissant l'exécutif à un total de 110 membres avec 40 ministres, 50 ministres délégués et 20 ministres régionaux, un record dans l'histoire de ce petit pays ouest-africain. Je suis conscient que les gens sont préoccupés par ce grand gouvernement qu'ils considèrent coûteux, a déclaré le chef de l'État lors d'une interview à la télévision nationale. Toutefois, a-t-il précisé, parmi les ministres délégués, 42 sur 50 sont des parlementaires et en les convertissant en ministres, le coût de cette transformation est minimal pour les finances publiques. L'annonce de ce gouvernement a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias où de nombreux Ghanéens ont exprimé leur mécontentement ou leur surprise. Les mêmes personnes qui se sont insurgées quand John Dramani Mahama a nommé 84 ministres en nomment maintenant 110, a raillé George Lawson, secrétaire général adjoint du principal parti d'opposition, le Congrès national démocratique NDC du président sortant. Les élections municipales complémentaires du 29 mai prochain dans les communes de Zogoré, Bouroum et Bégodo seront ouvertes à tous les partis et formations politiques qui le désirent. C'est la principale information à retenir de cette conférence de presse de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Selon son président Newton Ahmed Dabari, après avoir délibéré et examiné tous les avis sur le contentieux qui porte sur les fichiers électoraux à Bégodo, la CENI propose d'utiliser le fichier électoral de 2015 en lieu et place de celui de 2016. Après en avoir délibéré, la CENI pense que c'est le fichier électoral de 2015 qui est légal du point de vue de sa constitution et c'est celui-là qui va servir de base à l'élection du 28 mai 2017. La première phase s'est excellemment bien déroulée, les démembrements ont été mis en place et puis aussi les prestations de serment ont presque eu lieu partout au jour d'aujourd'hui et donc on va être prêt dans les jours à venir pour recevoir les dossiers de candidature. Tout est donc mis en branle pour la réussite de ces élections complémentaires. La réception des dossiers de candidature se fera à partir du 17 mars prochain et la liste électorale provisoire, quant à elle, sera publiée le 12 avril prochain. La situation de la jeunesse fait toujours l'objet d'une grande attention de la part des autorités centrafricaines. En témoigne le don qui a été fait par la municipalité au Conseil national de la jeunesse. Conseil national de la jeunesse aujourd'hui qui porte le flambeau de ce combat ne baisse pas les bras et est engagé avec le pays, avec les institutions de ce pays à redonner une nouvelle image à la jeunesse centrafricaine. C'est un lot de matériel informatique qui a été remis par le maire de Bangui. Des équipements qui devrait contribuer au renforcement des capacités de la jeunesse centrafricaine. Vous avez la responsabilité de faire de la jeunesse centrafricaine une jeunesse dynamique, une jeunesse responsable. Et cela veut dire que vous devez savoir où vous allez. La jeunesse est toujours à la recherche des voies et moyens pour sortir de la situation difficile
qu'elle traverse. Le relèvement du pays passe incontestablement par l'éducation et la création d'emplois en faveur des jeunes. Test d'un nouveau moteur de fusée en Corée du Nord. Effectué sous l'égide de son leader Kim Jong-un, la Corée du Nord a ainsi donné l'impression de saluer l'arrivée du secrétaire d'État américain Rex Tillerson à Pékin, car c'est l'endroit même où la Chine et les États-Unis ont largement évoqué le problème nucléaire de Pyongyang samedi. Ce test semble avoir été programmé pour coïncider avec le déplacement du nouveau chef de la diplomatie américaine qui vient de dénoncer le niveau dangereux des tensions dans la région. Avant la Chine, Rex Tillerson s'est rendu au Japon et en Corée du Sud. Dans le cadre de cette tournée en Asie, le chef de la diplomatie américaine a notamment insisté sur le fait que les États-Unis n'allaient plus suivre la politique de patience stratégique mise précédemment en œuvre par Washington envers le régime de Pyongyang. Une opération militaire américaine serait d'ailleurs une option sur la table. Les déclarations de Tillerson répondaient aux 2 essais nucléaires de Pyongyang en 2016, ainsi qu'au récent tir de missiles effectués par le régime nord-coréen, tirs présentés comme des tests avant d'éventuelles frappes sur les bases américaines au Japon. « 22 mars 2016, la Belgique a été frappée par les pires attentats de son histoire. 32 morts et plus de 320 blessés avaient été recensés dans le métro et à l'aéroport de Bruxelles. Le pays s'apprête à rendre hommage cette semaine aux victimes. La Belgique est déterminée à combattre la menace terroriste malgré les critiques dont elle a été la cible. Un an après le drame, les usagers de l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et de la station de métro Melbeek disent se sentir en sécurité dans ces lieux visés par les attaques où la présence de militaires et de policiers reste toujours bien visible. Je pense qu'il pourrait peut-être adoucir un petit peu les mesures de sécurité maintenant. Je ne pense pas que ça soit très efficace, je pense, mais voilà, après je me suis jamais vraiment senti pas en sécurité en tout cas dans le métro. Quoi. Ce qui est arrivé, c'est horrible, mais voilà, mais j'ai pas l'impression qu'avoir des militaires dans les stations, ça va changer quelque chose. C'est vrai que ça a beaucoup changé depuis les attentats, on croise beaucoup plus de militaires dans les stations, je trouve que c'est plutôt rassurant, y a un climat plus sécurisant, donc voilà, en général, oui, je trouve qu'on se sent plus en sécurité, ça apporte une présence, et donc globalement, j'ai pas trop peur de prendre le métro depuis les attentats. Métro, bus et tram de la capitale s'arrêteront mercredi à 8h11 GMT, heure à laquelle a eu lieu le premier attentat tuant 16 personnes. Puis, au lieu d'une minute de silence, les conducteurs et contrôleurs observeront 1 minute de bruit afin de montrer qu'ils n'oublient pas mais restent debout contre la haine et la terreur. La législation antiterroriste a été renforcée dans le pays et les perquisitions sont autorisées la nuit.